merci. C'est vrai. Le contraire. Professeur, c'est le contraire. Merci, merci, Monsieur le Président. Salam alaikum. Azul Foulaouen. Bonjour. Tout d'abord, je dois m'excuser. Je devais effectivement parler ce matin dans le cadre d'un panel plutôt sociologique qu'allais dire historique ou comment dire, le panel cet après-midi plutôt témoignage, je crois, je ne sais plus. En tous les cas, voilà. En tous les cas, beaucoup de choses que je vais dire vont peut-être recouper ce qui a été dit ou ce qui va être dit. En tous les cas, je souhaitais vraiment m'excuser d'être arrivé en retard et de parler un petit peu quasiment en porte-à-faux par rapport à ce qui a été prévu au départ. Un grand merci à l'APW, à son président, ses membres pour leur invitation, aux organisateurs, aux petites mains, pour leur chaleureux accueil. Je dois dire le plaisir et l'émotion de participer. Émotion parce que j'ai connu Sidi Mohamed Harkoun, parce qu'il a collaboré comme professeur associé à l'Institut Maghreb Europe. Il a dirigé une excellente thèse d'un jeune Marocain décédé lui-même, Mohamed Al-Ayadi, sur l'Adl al-Ihsan, sur le mouvement islamique au Maroc. Donc je l'ai connu, on a parlé. Je souhaitais même qu'on fasse des choses ici en Algérie, on n'en a pas eu le temps. Et Allah yarhamou, donc je dois dire le plaisir et l'émotion de participer à un tel hommage. À l'hommage donc de Mohamed Harkoun dans son pays. Hommage sans doute tardif, mais néanmoins toujours bienvenu. Un intellectuel qui a, on l'a dit, qui a marqué la pensée universelle, qui a marqué la réflexion autour de la question des rapports du religieux du profane, du religieux et du politique, de la religion, de ce qu'en font les hommes dans leur interprétation, activité, pratique sociale, engagement de construction des liens et rapports sociaux pour le vivre ensemble. Il y a en effet la pensée de Mohamed Harkoun nous y invite, elle agit comme un aiguillon, à ce titre, à restituer dans leur âpreté, dans leur profondeur historique et leur expression présente, les débats intellectuels autour de la question de la séparation du religieux et du profane, de la place de la religion, de la mixité, de la famille, de la femme et du rapport aux minorités en société d'islam. Débats qu'on trouve dans le passé récent, mais qui deviennent plus actuels dans un contexte de crise profonde, par une mondialisation inégale qui se traduit, on le voit, par des contradictions entre des impositions supranationales, des injonctions supranationales et des exigences par le bas qui sont des exigences identitaires territorialisées. Donc il se fait cette crise dans une situation de crise de l'État-nation, de recherche de sens, qui se traduit par une crise des identités, par des processus de communautarisation attendus et versus individuation. Donc débat qui, dans d'autres conditions historiques, sous l'effet de perspectives épistémologiques plus rigoureuses, pose la question de l'universel et du spécifique, de la valeur universelle des droits de l'homme liée à celle de la critique par les sciences sociales, du poids du collectif et de la place de l'individu. Au-delà donc du culturalisme, de tout ethnocentrisme, les travaux de Mohamed Harkoun sont anticipateurs et permettent de s'interroger sur les identités comme construction historique et sociale, où le religieux joue un rôle central, et de s'interroger sur ces constructions sociales mobilisées comme ressources dans des rapports sociaux contextualisés. Les positionnements et les travaux de Mohamed Harkoun et ces positionnements nous amènent à réfléchir sur les conditions qui permettent de voir les points aveugles, les oblitérations et les contraintes aux transformations de notre société.
l'épistémologue dirait, Ferdinand de Saussure, je crois, disait, c'est le point de vue qui crée l'objet. Donc Mohamed Harkoun parle d'un point de vue et effectivement il construit un objet, il met le focus sur un objet qui est au centre de nos sociétés, au centre des contradictions de nos sociétés. Il nous amène donc à analyser plus au fond le rôle et la responsabilité des intellectuels. Et c'est un peu le propos que je vais développer ici, et les conditions de leur constitution dans notre pays, celle de leur intervention dans l'espace public, de s'interroger aussi sur la constitution du champ intellectuel dans l'ère en question, et notamment ici, en Algérie, sur les relations de celui-ci à l'espace politique, sur les fondements de sa faible autonomisation, liée en grande partie au mode de production des intellectuels et intelligentsias en situation coloniale. Et ça a été dit auparavant, et surtout aussi dans la phase post-indépendante de structuration des États nationaux indépendants et de leur rôle dans l'instrumentation et le contrôle des savoirs et de la culture. Ces questionnements réitérés traduisent bien une aporie de débats intellectuels récurrents qui concernent le passage des sociétés de l'ère culturelle en question, comme, et notamment pour notre pays, des sociétés donc de l'ère culturelle, du Maghreb en général, et de notre pays en particulier, comme des composantes qui en sont issues et qui sont partie prenante des sociétés de la rive nord, ce qu'on appelle l'immigration, du pôle donc communautaire vers le pôle sociétaire. Elles traduisent donc l'aporie de débats intellectuels sur ce passage du pôle communautaire vers le pôle sociétaire, de l'enfermement communautaire vers l'autonomie des groupes comme des individus. En un mot, du passage de ces sociétés vers la modernité, entre guillemets, pour autant que ce mot soit relativisé, et l'exercice par ses membres d'une citoyenneté pleine et effective. Ces travaux donc posent in fine la question de savoir si les processus sociologiques récents qui travaillent ces groupes et ces sociétés témoignent de l'impossibilité d'une sécularisation ou, à contrario, de se demander si les manifestations éruptives, violentes souvent, radicalisées, qui les secouent, ne peuvent se lire plutôt comme l'indice que le travail de passage qualitatif vers l'autonomie des individus, vers une citoyenneté assumée, est en train de se réaliser. Il est en train de se réaliser dans la violence, mais il est en train de se réaliser. Comme d'ailleurs pour les sociétés occidentales, comme cela a été pour les sociétés occidentales. Dans un contexte de radicalisation, d'opposition de tous ordres, social, économique, culturel, qui a trouvé son acmé dans notre pays, dans ce qu'on a appelé la décennie noire, les travaux d'Harkoun permettent d'éclairer la problématique des obstacles et des conditions d'accès à la modernité de notre société. Ils interrogent alors sur le rôle et la responsabilité des intellectuels. Ça a été dit à l'instant, sur le rôle que peuvent jouer les intellectuels, autant dans la sécularisation des valeurs que dans l'enfermement dans la tradition. En allant vite pour caractériser ce rôle dans l'histoire intellectuelle du pays, l'histoire intellectuelle qui, à mon sens, reste à faire, et voir en quoi l'intervention et la perspective d'analyse de Mohamed Harkoun dans un second point traduit un passage qualitatif dans la perception des positionnements intellectuels, en quoi donc cette perspective est une rupture, et en quoi elle appelle un approfondissement, dépassement de ces apories. Je vais dans un premier point aller vite parce que c'est des problèmes extrêmement complexes, importants, qui sont à plusieurs dimensions, qui méritent des approfondissements, mais on pourrait en parler dans le débat. Donc, établir une périodisation de ces débats et des engagements dans notre pays. Sans remonter à l'histoire de longue durée, avant la colonisation et plus avant, et en considérant ce que, disons,
une périodisation à partir d'une notion ou d'un concept que j'utilise souvent, qui est la notion de génération. Hein. Comme espace-temps, la génération est définie non pas comme catégorie d'âge, mais comme espace-temps de même référenciation, de même identification, fonctionnant dans la même respiration idéologique. Je crois que c'est Karl Mannheim qui précise ça, avec, en énonçant que les générations démarrent souvent avec un événement fondateur, guerre de libération nationale, indépendance, première, deuxième guerre mondiale, mai 68, on parle de la génération 68, etc., avec un événement fondateur. Donc la génération comme espace-temps, comme dirait Karl Mannheim, mode spécifique d'expérience et de pensée, mode spécifique d'intervention dans des processus historiques, mais aussi en tant que situation sociale d'appartenance à un même espace historico-social, déterminant une même forme de la stratification sociale, je cite Karl Mannheim, de la conscience, à partir de moments fondateurs. On peut donc partir de cette notion de génération espace-temps, hein, avec un événement fondateur fonctionnant dans la même respiration idéologique, déceler 4 moments génération, 4 grandes générations intellectuelles, hein, pour aller vite. Premier moment, celui du choc colonial. Fin du 19e et début du siècle, du 20e, à travers le mouvement réformiste, la Nahda et ses effets dans nos sociétés. Je ne vais pas développer, mais j'ai écrit un article sur ça, montrant finalement que la Nahda touche l'Algérie de manière décalée par rapport aux autres pays. Quand le mouvement réformiste démarre, les choses étaient bien avancées en Tunisie, voire même au Maroc, ne parlons pas de l'Égypte, hein, et des autres pays. Donc le moment donc, générationnel intellectuel premier, si je peux appeler ça, de génération intellectuelle, c'est celui du choc colonial. Le second moment, qui nous concerne plus précisément, c'est celui des années d'entre les deux guerres, comme moment particulier nationaliste-populiste. Hein, peut-être dans les débats ou dans... plus avant, j'essaierai de détailler les choses, hein, pour montrer que c'est joué là, qu'a apparu, qu'a émergé là, une génération intellectuelle, d'ailleurs qui a été elle-même, disons, le produit de l'émigration-immigration, hein, parce que l'idée d'indépendance est née dans l'immigration, hein, dans l'immigration algérienne, dans le monde ouvrier, en synergie avec le monde ouvrier français. Donc, les générations de l'entre-deux-guerres, avec quelques noms aussi, hein, je ne peux pas citer tous les noms du point de vue de ces moments intellectuels. Troisième moment générationnel, celui des indépendances, comme moment développementaliste et tiers-mondiste, comme moment à la fois qui est dans la continuité du nationalisme, mais qui annonce quelque chose d'autre, qui va avorter, mais dont on peut ici dire quelques noms. On parle souvent Mamri, Katb Yassine, Dib, etc. pour un certain nombre d'écrivains. Ben Nabi, un certain nombre donc, de noms apparaissent à ce moment-là qui font un peu cette transition. Et le débat finalement qui démarre dans les années 60, d'une certaine façon, se fige et se fossilise, et il donne un petit peu après ce que moi j'ai appelé une désinstitutionnalisation et une régression du débat intellectuel. Enfin, on a une génération qui démarre avec les années 80, certaines d'un point de vue de globalisation la marque aux années 90, mais pour ce qui nous concerne ici, 80, qui démarre avec 88 précisément, top 88, et qui caractérise toujours le moment comme expression émergence d'alternatives bloquées aux dominations autoritaires, comme moment citoyen avorté, qui continue aujourd'hui, et avec ses intelligentsias et ses intellectuels. Cette périodisation reste traversée par une caractéristique majeure, un positionnement, et c'est, je veux dire, transhistorique, vis-à-vis du pôle occidental, qui démarre avec l'intrusion coloniale, exprimant une convulsion, contradiction cathartique entre tradition et modernité, universalisme et spécificité. On a ces pôles qui vont traverser dans l'antagonisme intellectuel, dans les débats intellectuels,
dans les stigmatisations réciproques intellectuelles du rapport entre tradition, modernité, universalisme, spécificité, pour ne pas dire religion, laïcité ou sécularisation. S'agissant du questionnement intellectuel sur la place et le rôle de la religion dans la société, on peut observer que ce qui va prévaloir dans le moment ou après l'intrusion coloniale, c'est la prégnance d'une forme historique de transmission, d'inculcation et de mode d'accès au savoir qui trouve ses racines dans une diffusion d'un modèle cognitif traditionnaliste articulé autour de l'exégèse du texte, du commentaire ou de la glosse du texte religieux, fondé sur la figure intellectuelle du alim, figure qui perdure dans ses différentes expressions tout au long de l'histoire contemporaine de notre pays, du Maghreb de manière générale. Et celle de l'autre côté, d'un mode spécifique d'articulation verticale des revendications culturelles, identitaires et sociales à la revendication politique, mode tout entier structuré par l'imposition de l'ordre colonial et plus loin de son successeur, l'État national. Le choc colonial va fragmenter les positionnements où apparaissent en gros deux pôles qui vont traverser l'histoire algérienne, qui ne laisse pas simplement réduire aux engagements politiques entre assimilationnistes et irrédentistes. Ça passe pas simplement par le rapport, disons, la puissance coloniale sur intégration ou non, assimilation ou non, mais entre modernistes et traditionnalistes et conservateurs. Quand je dis la prégnance de cette forme historique, c'est que souvent dans l'historiographie algérienne, dans l'histoire algérienne, on réfléchit sur le passé et sur ce qui a existé avant comme quelque chose qui était structuré autour d'une certaine éducation, de certaines formes d'éducation, de transmission d'éducation. Ce qu'il faut observer, c'est que l'école coloniale, quand elle arrive, évidemment, n'a pas concerné les Algériens. Elle a peu concerné les Algériens, puisqu'à peine 10% d'une classe d'âge arrive au moment de démarrage de la lutte de libération nationale dans les écoles, 10% des jeunes en âge d'être scolarisés, de la classe d'âge des jeunes en âge d'être scolarisés, arrivent à l'école, et que de ce point de vue, l'école française n'a pas concerné les Algériens, c'est fermé aux Algériens. Mais ce qu'a apporté l'école française, qu'on oublie souvent, et il faut le reconnaître, c'est ce qu'on appelle l'institution, c'est-à-dire une hiérarchie, le mode de formation des enseignants, une professionnalisation des règles juridiques et des règles juridiques de fonctionnement de l'institution, une organisation scolaire qui a d'ailleurs concerné même la France au même moment, puisqu'avant c'était des écoles congrégationnistes et des écoles religieuses, et c'est donc cette forme moderne qui s'est imposée et qui a traversé cette histoire et qui, d'une certaine façon, à partir, disons, des dernières décennies, d'une certaine façon, disparaît ou s'érode. Il y a des formes de désinstitutionnalisation au sens où ces règles ne fonctionnent plus et ne prennent plus en charge les institutions. Je disais donc, avec l'imposition du système d'enseignement colonial à l'Algérie, cette imposition a été la base d'une stratégie de production entre société dominée et pouvoir colonial, d'intellectuels, j'allais dire d'intelligentsia. Je ne reviens pas sur les définitions parce que c'est là aussi un grand débat sur ce qui est intelligentsia, intellectuelle, élite, etc. Disons, entre intellectuel et intelligentsia, intermédiaire entre le pouvoir colonial et la société indigène, et entre guillemets, la société locale, intermédiaire scindé mais complémentaire, fondé sur une dualité de formation définie essentiellement par une logique de contrôle de la société indigène. En fait, la France va produire deux types d'intellectuels. Pour aller vite, je dirais les instituteurs et les médersiens. Les instituteurs s'occupant, disons, du processus assimilationniste, transmettant cette morale de la raison et du progrès, et sélectionnant parmi un certain nombre des catégories ceux qui sont les plus à même d'être assimilés
dans une logique de démonstration de ce que peut la société coloniale pour ceux qui acceptent le rapport colonial, et des intellectuels de différenciation qui vont parler dans leur langue, selon les codes de la société locale pour le pouvoir colonial. Donc on a, de ce point de vue-là, une production d'une élite scindée, d'intermédiaires scindés, d'intellectuels et intelligentsia scindés sur le plan de la langue et sur le plan de la fonction politique qui leur est assignée. Dans la formation donc de l'intelligentsia algérienne, dans la structuration du champ culturel et politique pendant la période coloniale, on observe alors que l'élément politique a un effet paradoxal. Moteur dans le procès d'autonomisation des diverses fractions de l'élite, il devient dans les phases historiques précises, plus particulièrement celle de l'émergence du mouvement national, l'élément qui gêne les antagonismes entre ce que l'on peut appeler les francisés et les arabisés, les réformistes et les instituteurs. Ce gel a tôt fait d'éclater sitôt l'indépendance acquise. Si l'on situe bien les différentes composantes, cette politisation du mouvement intellectuel algérien apparaît comme un facteur de blocage, de fossilisation de son développement culturel. Pris dans l'antagonisme société-État, celui-ci ne mène pas à terme sa révolution culturelle. Tourné vers le politique, il apparaît avoir un faible impact sur la société. À l'écoute de la société, il en charrie les scories et les limites. Ali Merad, autre grand intellectuel que vous connaissez, Mohamed Harkoun, note que la modernisation venue du Moyen-Orient dans cette période s'avérait en définitive assez faible, aussi bien sur la jeunesse francisée que sur les lettrés arabisés, dont le modernisme sacrifié à l'ère du temps et pour le moins était assez tiède. Ainsi donc, ces deux pôles, et je vais vite pour dire au moins 2 ou 3 éléments sur ces deux pôles pour traiter du second point. Je ne sais pas si je déborde, vous me le direz. D'accord. Ainsi donc, du pôle instituteur, réuni autour de la voie des humbles, qui défendait la compatibilité de l'islam avec le progrès. La voie des humbles, c'était une revue extrêmement importante. Il leur apparaissait à ces instituteurs que l'obstacle au progrès n'est pas l'islam, mais l'islam algérien et ses archaïsmes. Ils rejoignaient en cela les réformistes d'ailleurs. Mais tous les deux faisaient l'impasse sur les problèmes posés par la question de la liberté de conscience aux croyants en milieu musulman. Ils étaient les instituteurs, ces catégories des intelligentsia et des intellectuels étaient évolutionnistes et pensaient refaire le même chemin que l'Europe vers le progrès. Les engagements intellectuels des uns et des autres vont être là durablement structurés par les positionnements à l'égard du critère d'affiliation qu'est le pôle religieux. Refus d'une part de l'occidentalisation, articulée sur la symbolique d'appartenance à l'univers culturel islamique et à l'usage prévalant de son support privilégié, la langue arabe, versus, de l'autre côté, volonté profonde d'intégration, d'assimilation aux normes et valeurs de la société dominante qui va jusqu'au déni de ces valeurs. La violence de ces affrontements sur cette question, dans la période des chocs coloniaux, a été inauguratrice de positions souvent chez certains intellectuels, d'ailleurs pas algériens, mais notamment dans les pays voisins. Je cite Ali Abdelrazak, Qasem Amin, Tahar Haddad, de positions qui ont été plus en avance que celles de certains intellectuels aujourd'hui, contemporains, pourtant situés sur le versant dit moderniste. Dans le cas algérien, hormis le recours à la cargaison magique qu'a été l'éducation, chez les réformistes, les positions étaient assez timides concernant le rapport, par exemple, la place des femmes, la place des minorités, la question de la liberté de conscience, etc. Il y a donc, en gros, deux pôles, une partie des intellectuels qui, tout en acceptant l'ordre colonial, lui oppose une résistance masquée en s'appuyant sur des référents culturels locaux, entièrement différentes, et je peux citer des noms là, de gens qui ont écrit, qui ont produit
entièrement donc différente est la trajectoire de certaines autres fractions de l'intelligentsia qui vont incarner une remise en cause frontale de la colonisation française. Paradoxalement, je disais, ce sont ceux qui passeront par ce qu'on appelait à l'époque la métropole. À cheval donc sur les années d'indépendance, émerge une génération intellectuelle que l'on pouvait caractériser comme une génération de transition, celle des années 60, à la fois située entre le nationalisme, mais annonciatrice d'une problématique nouvelle, celle de la reconnaissance identitaire plurielle de l'Algérie, qui ouvrait même plus tard sur la question de la participation citoyenne. Cependant, le nationalisme était toujours là, bien qu'érodé. Il se manifestait sous de multiples formes: nationalisme arabe, nasserisme, baathisme, islamo-nationalisme, conservatisme de tous bords, s'arc-boutant sur un passé mythifié et encadrant les débats intellectuels. Les intellectuels donc vont se mettre au service de l'État et transmettre ces fondamentaux de l'État, faisant l'impasse sur le rôle de vigie, de déconstruction des vérités imposées par le haut et autiste à tout ce qui se jouait dans la société profonde. Les années 80 vont approfondir ce processus et achever de disqualifier les intelligentsiens et intellectuels post-indépendance. Alors, est-ce qu'on peut parler d'intellectuels? Je me suis posé la question d'intellectuels, d'intelligentsia peut-être. René Galissot parlait des intelligentsias du certificat d'études. Est-ce qu'on peut parler d'intellectuels? Il est donc difficile de parler d'intellectuels en Algérie, de débat intellectuel et d'engagement intellectuel, dans un contexte où, par comparatisme, on pourrait, sans forcer le trait, parler d'absence de champ intellectuel. Le champ intellectuel, souvent, est perçu, abordé, analysé par un certain nombre de chercheurs comme un champ dominé ou un sous-champ de champ intellectuel français, pour aller vite, ou même d'un sous-champ intellectuel du champ moyen-oriental pour l'autre partie. Il n'y a pas de champ intellectuel homogène, voire, disent certains, d'intellectuels tout court. Pourquoi? Quelles sont donc les conditions qui prévalent dans l'émergence du type intellectuel? Ça me ramènera un petit peu de parler d'Arkoun, de comment il pose, lui, la question. Alors, quelles sont les conditions dans l'émergence du type d'intellectuel? Pour qu'il existe des intellectuels, il y a un certain nombre de conditions, j'allais dire. Bon, il y a des intellectuels. Comme je prendrai la définition de Gramsci qui dit « tous les hommes sont des intellectuels, mais tous les hommes n'exercent pas la fonction intellectuelle ». Bon, on peut dire donc qu'il y a des... Mais on parle ici de champ intellectuel et d'intellectuels situés et engagés. Pour qu'existent des intellectuels, il faut, dit Bourdieu, qu'il existe un champ intellectuel en tant qu'espace, dit-il, de relations et d'interactions historiquement constitué avec ses institutions spécifiques, ses lois propres de fonctionnement, son autonomie. Champ qui exprime, dit-il, des significations englobantes, à partir de relations entre thèmes et problèmes communs qui reflètent l'intérêt logique de la société. Premier élément, pour qu'il existe des intellectuels, il faut, dit Bourdieu, qu'il y ait un champ intellectuel. On peut s'interroger, est-ce qu'il y a un champ intellectuel? C'est-à-dire un champ avec ses institutions spécifiques. Édition libre, presse libre, liberté de penser, d'écrire et d'agir, revue et débat ouverts, régulés et qui se font dans le temps à partir d'un certain nombre de règles. Donc, liberté de l'édition, liberté d'écrire, de penser et d'agir. Est-ce que ça existe et comment ça fonctionne? On voit bien qu'il y a un certain nombre de revues qui disparaissent, apparaissent, disparaissent, que les débats sont souvent encadrés, etc. Troisième élément, pour qu'il y ait un champ intellectuel, l'espace, donc, il faut qu'il y ait un espace intellectuel de communication et de diffusion réglé, et que la question de la langue et des langues de communication dans notre société, qui est une société plurilingue, puisse être réglée. Quand on sait que la télé, par exemple, il y a des personnes âgées qui n'arrivent même pas à comprendre ce que se dit à la télé. Donc il faut qu'il y ait un espace de communication et de diffusion réglé.
Quatrième élément, pour qu'il y ait un champ intellectuel, il faut qu'il y ait une autonomie de l'engagement de l'intellectuel vis-à-vis de l'État et de la religion et de la société. Il n'y a pas cette capacité à retravailler et à réinterpréter les déterminations externes dans la distance aux passions et aux émotions. Un intellectuel doit objectiver et doit se positionner dans la distance aux vérités et il doit être dans le doute. Je dirais, ça doit être un athée au sens premier du terme, pas un athée au sens religieux. Cinquièmement, pour qu'il y ait donc champ intellectuel, qu'il y ait cette révolution épistémologique qu'ont constitué les Lumières, qui pu être préparée par un débat intellectuel dans le rapport au savoir, et qui sont vécus dans le monde musulman. Je cite un auteur qui est un collègue de Paris 8, Gérard Leclerc, qui a écrit un ouvrage très important sur les intellectuels, et qui dit qui est vécu dans notre monde comme profanation des origines culturelles et comme mise insupportable de l'identité collective sublimée. L'intellectuel est dans, et ça on retrouve ça chez Harpoun, dans la subversion, dans la transgression, il est dans la profanation, il peut être dans la profanation des origines culturelles. On le voit donc, il y a un chemin à faire dans la voie tracée par Mohamed Harpoun, et l'intervention des intellectuels, ici, ne peut être qu'individuelle et elle est peu audible. S'il y a en effet des limites dans ce processus d'autonomisation, il n'en reste pas moins que l'on ne peut s'interdire dans notre pays, dans la mesure où la définition des intellectuels n'est jamais fixe et qu'elle s'inscrit dans des contextes historiques précis, on ne peut s'interdire de repérer, de nommer des producteurs de sens dans notre société selon des modalités spécifiques. Modalités ou principes que l'on retrouve dans la perspective de Mohamed Harpoun. Je cite, je crois que Siral Benchir l'a fait récemment dans une grande conférence à l'IREMNO sur la question, donc, même si c'était en conclusion du rôle des intellectuels, à partir des principes harpouniens, celui donc de la transgression, celui donc de la transgression, de la déconstruction des énoncés déclarés vérité, celui donc de la subversion, mais jusqu'où? Alors c'est ça la question qu'on peut poser chez Harpoun, jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels, je citerai entre parenthèses l'affaire Rushdie, mais ça reste dans le débat, est-ce qu'il y a des intellectuels qui vont jusqu'à cette profanation de cette, disons, subversion, transgression. Donc ça, c'est une des caractéristiques de ce que pourrait être la pensée intellectuelle. Deuxième élément que nous donne Harpoun, c'est d'historiciser les faits, de les analyser avec les outils des sciences humaines, et ça, c'est vraiment une avancée extraordinaire, très importante, avec les outils, les instruments, les principes et les bases des sciences humaines dans leur actualité de transformation aujourd'hui, parce que les sciences humaines elles-mêmes ne sont pas figées, de relativiser, de restituer les textes et les faits dans leur contexte, de dépassement dans une vision d'avenir, disons, des choses, qui a toujours le souci de l'humain et de l'humanité et du primat de l'humain et de la vie dans la cité ici-bas. Pour qu'il y ait ça, le traitement donc du rapport au texte et de la place de la religion dans notre société doit sortir du champ politique, qui le surdétermine dans le cas présent. Il doit s'appuyer sur des institutions de formation et de socialisation qui se fondent sur une morale de la raison et du progrès, qui ne soient pas prisonniers donc disons, de dogmes qui sont imposés par le haut. Il doit sortir d'un enseignement qui s'est développé comme mise en œuvre d'apprentissage intellectuel, moins comme mise en œuvre d'apprentissage intellectuel d'ouverture qu'idéologisation à connotation religieuse. Parce que c'est l'université, les instituts, disons, de formation, sont des instituts où priment sur les fonctions que sont la fonction de production pour le marché, la fonction
les fonctions de recherche, etc., la fonction de connaissance, la fonction idéologique. Hein, c'est suridéologisé, nos institutions sont suridéologisées, et donc se substitue à cette idéologisation des apprentissages intellectuels d'ouverture, que se substitue dans le temps à un enseignement religieux traditionnel plus ou moins articulé sur des cultures savantes, un enseignement néo-religieux fortement simplifié et stéréotypé, que se substitue à ces enseignements un enseignement, disons, fondé sur les pédagogies modernes, qui transmet la morale de la raison et du progrès. Ça, c'est dans ce qui s'est passé dans un volet du système d'enseignement, hein, disons, depuis les dernières décennies. Mais de l'autre côté aussi, il y a une critique à faire de l'enseignement qui s'est développé dans les années post-indépendance en langue française, qui s'est approfondi dans une rhétorique néo-marxiste de rupture, d'autant plus affirmée que ses porteurs se sentaient culpabilisés par le passé colonial. Les institutions, donc, sont devenues des appareils idéologiques, et l'appareil idéologique n'avait jamais cessé d'être l'université, que ne cesse pas d'être l'université, s'affine davantage dans la modulation d'un discours profondément idéologique, unitaire et homogénéisant, discours qui va rapidement connaître ses limites devant le désenchantement qui caractérise le reflux développementaliste. Alors, en conclusion, je ne sais pas où je pourrais peut-être développer, mais on reviendra sur le débat. Je conclue. Voilà, je conclue. On s'aperçoit donc qu'il y a une faible autonomisation des intellectuels et des intelligentsias. Cette faible autonomisation dans notre pays apparaît liée, comme je l'ai dit, en partie au mode de production en situation coloniale et au mode de structuration de l'État national indépendant et son rôle dans l'instrumentation et le contrôle du savoir et de la culture. Cette instrumentation a tendu à laisser tout l'espace à un État autoritaire inscrit en porte-à-faux par rapport à la société, où derrière le contrôle qui se renforce, en dépit ou grâce aux mouvements sociaux, il y a le vide, une faillite du mode de régulation sociopolitique, une fracture intergénérationnelle, une faillite des instances de socialisation, une fracture béante entre société et État. Tout se passe comme si, au bout du processus historique de moyenne durée, et c'est sans doute vrai pour nombre d'intellectuels, que les questionnements comme les réponses aux problèmes de l'heure ne sortent pas de la problématique du nationalisme dans ses différents ordres. On observe ainsi la faible autonomisation des générations intellectuelles, autant par rapport au cadre sociopolitique défini par l'État que par rapport aux valeurs et normes de la société. Et la sortie de la longue durée nationale populiste ne semble pas, à l'ordre du jour, la prégnance du couple donc État-société semble brouiller pour longtemps la clarification des moments et des types d'intellectuels dans les formations, les registres et les répertoires d'action se répandent en écho dans le stigmate et dans le conflit. Alors, y a-t-il une alternative? J'ai dit en quoi Mohamed Harkoun nous montre la voie et comment on peut approfondir ça. Mais il y a aussi un élément qui me semble important dans la mondialisation aujourd'hui, hein, c'est que cette oblitération de l'avenir inscrit nombre des intelligentsias et des intellectuels et des élites porteurs d'alternatives à n'exister que dans la marginalité, la contestation affirmée ou souterraine ou l'exil. L'État va de plus en plus fonctionner avec des élites opportunistes et corrompues, ici d'un système d'enseignement massifié, idéologisé, fortement idéologisé. Celles-ci sont seulement garantes de la stabilité du contrôle social et tout ce qui concerne le développement est sous-traité par des conglomérats étrangers, construction par différents pays. Les nouvelles situations, et c'est ça dans la mondialisation, et conditions, avec l'éthique, les réseaux sociaux, l'Internet, les télés satellitaires, les circulations migratoires, etc., favorisent le redéploiement des groupes sociaux dans les espaces du Nord, dans des contextes nouveaux de rencontres avec des sociétés sécularisées.
où vivent de nombreuses populations, ici, comme je disais tout à l'heure, de la même ère culturelle. Elles redéfinissent dans des termes nouveaux la problématique de la sécularisation et la construction de la démocratie. Ce rôle important, et on peut imaginer que autant l'idée d'indépendance, l'idée d'émancipation est née dans l'immigration, on peut imaginer donc un rôle important dans la continuité des travaux d'Harkoun, parce que c'est la distanciation par rapport, disons, aux valeurs locales qui permet de voir ou de ne pas voir. Donc, on peut imaginer un rôle important des intellectuels déterritorialisés. Aujourd'hui, l'intellectuel est quelqu'un qui est déterritorialisé. Il parle de n'importe quel point du globe et il est entendu souvent par ses réseaux sociaux n'importe où. Et il peut porter cette parole d'intellectuels de Gérard Leclerc appelle métissés, qui peuvent fonctionner comme aiguillants dans la continuité de ce qu'avait annoncé Mohamed Harkoun. Je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment, merci c'est Issa, merci pour cette communication, conférence édifiante où l'on avait saisi beaucoup de points sur lesquels je reviendrai tout à l'heure au moment de la synthèse. Cette belle sociographie, une description à la fois de la société dans laquelle il y a le rôle, l'engagement, le statut, la mission, l'ambition de l'intellectuel d'une manière générale, et ce qui a été rapporté pour l'intellectuel algérien. Nous avons vu, ou algérienne, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas au féminin non plus, je pense toujours à un Siadjbar, mais nous pourrions aussi trouver des épigones ou des émules à Essia, même maintenant. Mais j'ai cru comprendre aussi qu'il n'y a pas une autonomie de l'ère ou du champ intellectuel algérien, qu'il serait, qu'il est soit un sous-produit, si je puis dire, mais ce n'était pas le mot utilisé, un sous-champ, soit d'un champ intellectuel français, soit du Proche-Orient. Il y a encore d'autres aspects sur lesquels nous pourrions revenir tout à l'heure, et mes chers amis, vous pourrez aussi poser vos questions lors du débat à Issa Kadri. Alors, avant de passer la parole à notre ami tout à l'heure, il y a, puisque ce colloque est émaillé par quelques vidéos, et spécialement aujourd'hui, dans cette seconde journée, donc nous aurons